18h15 sur les ondes de RTCI, bienvenue aux 120 minutes de ce jeudi 19 juin 2025 et j'ai l'énorme joie et plaisir de recevoir Madame Hala Ben Hassine Khaledi, enseignante universitaire et avec laquelle on va parler d'économie et rethinking economics. Bonsoir Hala. Bonsoir Mandel, merci beaucoup pour l'invitation et surtout merci pour la chanson. Ah bah apparemment c'est un groupe que tu aimes bien, Hala. Que j'adore, oui. Queen et puis David Bowie là aussi. Hein. Ouais, enfin, ouais. Les deux malheureusement, Freddie Mercury et David Bowie nous ont quittés. Très tôt. Un bon bout de temps déjà. Alors, Hala, rethinking economics. It's time to rethink economists. Alors en français, il est temps vraiment de revoir. Alors l'économie, mais pas forcément l'économie, mais c'est surtout les études en économie. C'est ça que vous visez. Oui, exactement. Donc quand on dit repenser, c'est repenser l'économie en tant que science, en tant que pratique, et en tant qu'enseignement aussi, surtout. C'est ça. Ouais. Et alors, je pense pas que vous êtes réveillé un jour comme ça et vous me dites, écoutez, voilà, on va repenser les études ou le modèle d'enseignement, etc. Je pense que il y a eu un déclenchement, un déclic. Oui. Quel a été le déclic, elle? Alors, le déclic. Donc, avant le déclic, donc je tiens à préciser que je fais partie de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Voilà. Aussi, je suis très fière d'appartenir à l'université de Tunis et Manara en général. Oui, et à l'AFSEC. On l'appelle d'ailleurs en arabe le Collège al-Om. C'est vraiment, c'est la faculté, voilà, c'est la première faculté en Tunisie. Et on salue Siad. Et on salue Siad, je salue tous mes collègues, j'espère qu'ils sont à l'écoute. Bon, sinon je vais mettre le podcast. De toute façon, elles peuvent toujours se rattraper avec le podcast sur RTCI. Ouais. Donc l'AFSEC, c'est lors du dernier classement, le Times Higher Education, voilà, ranking, parce qu'il y a plusieurs rankings en fait, et ils sont classés aussi par topic, par subject. Donc pour le Business and Economics, nous sommes les premiers, au niveau de la Tunisie, aussi au niveau de tout le Maghreb, on est dans la tranche 401-500 au niveau mondial, ce qui est énorme. Voilà, exactement. Donc d'où ma fierté d'appartenir à cette grande institution. Et c'est dans cette grande institution que j'ai eu justement le déclenchement, parce que j'ai vu que il y avait un gap en fait. J'ai vu que, et toi aussi tu l'as vu, tu as été notre invité lors de beaucoup de conférences. C'est vraiment un environnement qui est très vibrant. Donc on organise toujours des choses, soit des ateliers de formation, soit des doctorales, des conférences, on invite des cadres. C'est très dynamique et c'est très ouvert sur l'environnement. Sur l'environnement. Parce que c'est vrai, c'est en votre honneur et à l'honneur de votre institution, cette ouverture sur le monde entrepreneurial, sur le monde des affaires, sur le monde en général, puisque les invités en tout cas sont un peu de tout bord. De tout bord, exactement. Ce qui n'existait pas avant, honnêtement. Exactement, ça existait, mais là, vraiment, il fallait faire les choses régulièrement. Voilà. In fine, une université ou une école, c'est pour préparer nos jeunes à des emplois. Comment dirais-je, à cet environnement qui est différent de l'environnement éducationnel, de l'environnement qui est relatif à l'enseignement. Oui, et c'est là où j'ai une petite objection, justement, parce que oui, il faut préparer les étudiants à l'employabilité. D'ailleurs, pour ça, il y a par exemple les centres de carrière, on organise les job fairs, il y a beaucoup de clubs qui essayent d'apprendre l'entrepreneuriat aux étudiants, comme Inactus, par exemple, le club Open Startup Tunisia. Il y a le pôle entrepreneur aussi au niveau de des universités. Donc ça, c'est pour l'entrepreneuriat, et ça, c'est une très bonne chose aussi, parce que même si l'étudiant, il ne va pas peut-être mettre en place une entreprise, mais voilà, il y a tout un processus, on lui apprend à pitcher, à faire l'idéation de son projet, donc il apprend. Oui, c'est ça. Voilà.
Et la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la faculté, c'est vraiment, il y a beaucoup de conférences scientifiques qui se passent. Et quand je dis scientifique, c'est-à-dire à partir du niveau master, le niveau doctorat, là, ça devient très intéressant parce que, comme tu l'as vu, on invite par exemple des cadres de la Banque centrale, on invite des économistes. Donc, on a eu un cycle de conférences d'éminents économistes qui ont parlé avec comme objectif, le topic principal, c'était comment relancer la croissance. Et là, on a eu vraiment, c'était vraiment d'intervenants. Voilà. C'était. Voilà. Et même le public, c'était des collègues, c'était tous ceux qui s'intéressaient à l'économie. Maintenant, le gap que j'ai remarqué, la seule chose que peut-être que ça existe, et qui me tient vraiment, exactement. D'ailleurs, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Ça se sent et ça se voit. Hein. C'est l'offre pour les étudiants en licence en économie. Alors, comment ça se passe Parce que là, il y a l'accès aux études universitaires et qui est axé aussi à cette histoire de moyenne. Oui. Qui vous fait prendre tel ou tel parcours. Et je crois qu'il y a vraiment à boire et à manger là. Voilà, il y a... Franchement. Oui, ça c'est un grand débat d'ailleurs. Oui. Et c'est un cercle national et c'est un cercle vicieux en fait. Donc c'est pour ça que je sais que je ne vais pas changer le monde, mais bon, chacun il va le faire. Mais n'empêche que vous êtes quand même un témoin. Oui. De ce qui se passe. Exactement, de ce qui se passe et de par aussi mon expérience. Je peux aussi témoigner. Oui. Donc le cercle vicieux, c'est le fait que il y a pas les étudiants, soit ils ont peur de l'économie, pour eux c'est trop compliqué, c'est trop théorique, c'est pas très, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à travailler tout de suite, c'est du blablabla, c'est des modèles qui sont abstraits. En partie, ils ont raison, et d'ailleurs je vais en revenir par la suite, en partie, soit parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est l'économie, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les sections économie, et là je suppose qu'ils connaissent un petit peu la différence entre économie et gestion. Oui. Parce qu'avant, il y avait des étudiants qui ne savaient pas la différence et donc ils choisissaient une business school alors qu'ils aiment l'économie, choisissent l'économie alors qu'ils aiment plutôt peut-être management ou les ressources humaines. Là quand même, donc puisque la majorité aujourd'hui des inputs des institutions qui offrent l'économie et la gestion, ils viennent de la section économie-gestion. Qui est la première en termes de bachelier. En plus, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi toute cette peur ou la manière avec laquelle ils appréhendent de l'économie, du coup, peut-être quand ils choisissent, c'est rare, ou par expérience, c'est rare où j'ai vu, il y en a un, mais c'est rare, où des élèves choisissent la section économie par passion, par choix, par conviction, exactement. Même s'ils l'aiment, on leur dit non, il faut faire attention, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, tu vas étudier de la micro, de la macro, tu vas maximiser, etc. Tu ne seras pas prêt, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et c'est ce que j'essaie de faire, doucement, parce que, même au niveau de l'économie, même si on fait beaucoup d'abstraits, mais par la suite, on a des spécialités comme par exemple la finance, la banque, l'assurance, le commerce international, tout ce qui est quantitatif aussi, et tout ça, c'est l'employabilité. Oui. Donc, c'est pas vrai, finalement. Donc, il faut faire beaucoup de communication, à mon avis. Je crois que c'est ça, oui. Voilà, c'est ça qui manque, peut-être. Et c'est l'appel que je fais. Bon, peut-être ces jours-ci, on aura les résultats du bac. Mais voilà, on aimerait bien avoir des lycéens qui choisissent, qui viennent par conviction pour étudier les sciences économiques, parce que c'est the father of... Oui, mais surtout que... c'est quand même une discipline, c'est quelque chose de pluridisciplinaire, l'économie. Et l'économie, c'est aussi bien des sciences exactes, du type mathématiques, probabilité, recherche opérationnelle, etc. Mais également de la géographie. Tout, histoire. De l'histoire, de la politique. Exactement. Et c'est quelque chose de vraiment très enrichissant, très passionnant. Et c'est peut-être... C'est un peu où le bas blesse, c'est au niveau de la culture générale de nos élèves. Exact. Oui, si vous êtes exactement. Peut-être c'est pour ça. Parce que ce que requiert
la science économique, c'est ce que vraiment tu viens de dire. Et c'est pas évident d'être bon en méthode quantitative, en mathématiques, et en même temps être bon en rédaction, parce que ça demande aussi un bon niveau de langue, aujourd'hui de français, mais surtout aussi, pas surtout, mais aussi d'anglais. Plus voilà, on avance, plus on aura besoin d'ouverture internationale. Parce que c'est la langue qui la plus mais il ne faut pas oublier aussi le français. Moi, je le dis toujours à mes étudiants, parce qu'ils me disent, le français c'est juste la France, le Canada, et je leur dis, tout le monde parle anglais aujourd'hui, mais qui parle français et anglais? On la retrouve en Afrique, on la retrouve en Asie, on la retrouve en... Mais maîtriser les trois langues, être trilingue, c'est ça notre force. Moi je dis qu'il faut, plus on maîtrise de langues, mieux c'est. Ouais. Plus on a de chance. Oui. Là, pour les organismes internationaux, par exemple, ils mettent arabe, français, anglais, espagnol. C'est un plus. Ils maîtrisent les trois langues. C'est un plus. Exactement, c'est un plus. Oui, mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça un appel aux jeunes de vraiment de continuer à apprendre ces langues-là, parce que c'est une véritable richesse et c'est un véritable avantage qu'ils se procurent face à une compétition farouche, en tout cas, pour l'entrepreneuriat, mais également pour les emplois dans des administrations ou dans des entreprises. Alors, pour revenir juste deux petits mots sur la pluridisciplinarité voilà, des sciences économiques, parce qu'avant, il n'y avait pas une science qui s'appelait les sciences économiques, c'était l'économie politique. Mais après, avec l'introduction des sciences exactes, des mathématiques, ce qu'on appelle l'école classique, l'école néoclassique. Voilà, et là, il y a eu la scission entre donc les sciences politiques d'une part, qui est restée plus sciences sociales peut-être, et les sciences économiques qui se sont dit, nous on fait beaucoup de quantitatif, et donc on doit avoir notre discipline à nous qui est les sciences économiques. Et peut-être ça peut être aussi, je vais revenir par la suite peut-être, l'une des critiques aussi de la science telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, c'est qu'elle est enseignée d'une seule manière, une forme qui est unique, ce qu'on appelle l'économie mainstream, c'est l'école néoclassique. La micro aujourd'hui, c'est l'école néoclassique. Et cette façon unique d'enseigner les sciences économiques aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus remis en cause, qui est très... on n'a pas de il y a un seul cours aujourd'hui en licence en économie, l'histoire des faits et des politiques et des écoles de pensée, voilà. Une seule matière en licence économique pendant les 3 années, voilà, d'histoire. C'est insuffisant. Voilà. Par contre, pour le master, par exemple, nous à la fac, je vais faire un petit peu la pub puisqu'on va ouvrir les candidatures au master. Voilà, on a des masters. Les parents sont à l'écoute oui, exactement. On a des masters. On a le master par exemple APE, analyse politique économique, économie de développement, et là il y a plein de cours et qui prennent en considération les défis justement actuels et la pluridisciplinarité, le fait qu'on doit on doit faire, parfois on fait même de la politique économique comparative aussi, de l'économie politique radicale, l'école post-keynésienne, l'école marxiste, et donc pour moi, c'est ce gap-là qui existe au niveau de la licence. Donc, au niveau de la licence, avoir un seul cours qui est en 2e année en plus. Pour moi, ça peut être un problème parce que en première année, ils font de la micro et de la macro. Et parfois, l'étudiant, il a en premier cours, donc, et surtout les étudiants peut-être en gestion, ils ont comme premier cours le licence de micro, soit ça passe, soit ça casse, parce qu'il y a des mathématiques, on doit faire des dérivés, et pour les étudiants qui ne sont pas bons en mathématiques, ça casse. Alors que la micro, c'est pas uniquement... Qui ne connaissent même pas le logarithme. Oui, qui ne connaissent pas le dérivé. C'est plus simple, voilà, parce qu'on a besoin uniquement de dérivés pour faire tout ce qui est programme d'optimisation. Et donc, peut-être... moi, je suis pas en train de dire qu'il faut changer, parce que ça fait partie aussi du rethinking economics. De t'interrompre. Je peux me permettre de te titrer. Oui, moi aussi, je l'ai fait dès le début. Oui, mais c'est vrai. C'est que aussi il y a peut-être aussi un problème au niveau des études d'économie de gestion au niveau du lycée. C'est les programmes aussi qu'il faut remettre en cause. Est-ce que ce sont vraiment les programmes les plus adaptés
à de futurs étudiants en économie à l'université? Moi, je n'ai pas de problème avec les programmes du bac. Ah bon? Parce que oui. Ah bah c'est tant mieux. Oui, et d'après parce qu'on a par exemple des étudiants en doctorat qui sont eux-mêmes des professeurs dans l'enseignement supérieur et je discute avec eux des programmes par exemple. Parce que pour moi, même quelqu'un qui n'a jamais fait d'économie, qui est bac maths, il peut très bien réussir à la fac et très bien réussir dans ses études d'économie. Voilà. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui font des prépas commerciales et qui réussissent très bien. C'est un mindset. State of mind. Voilà, exactement. C'est pas est-ce que tu as un bagage ou... Non. Et parfois, le bagage, au contraire, parfois le bagage, c'est peut-être ils apprennent, parce que le lycée, c'est pas la fac. Au lycée, on est assisté. Tu as des séries. Tu travailles tes séries. Normalement, c'est bon. Bon, c'est sûr qu'il y a des questions de réflexion, mais c'est pas comme... À l'université, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très brillants dans les études supérieures et après, ils se retrouvent, ils refont leur première année parce que ça doit se faire comme ça. Il n'y a pas un cours. C'est pas tu apprends le cours et tu vas le réciter par la suite. Limité sur lequel tu vas être. Voilà, c'est pas en faisant tes séries que tu vas. Oui. Même si, bon, parfois on peut trouver des gens qui réussissent parce qu'ils sont rodés, ils savent comment faire, il y a des exercices qui sont typiques. Mais pour moi, un bon économiste, ou un bon futur bon économiste, c'est pas un étudiant qui apprend les formules du PIB ou qui fait les programmes de maximisation, producteur, le consommateur. Donc c'est quelqu'un, d'où le plaidoyer que je fais. Donc on veut avoir une génération de futurs économistes qui critiquent, qui ont la capacité de prendre du recul, qui critiquent, qui débattent, qui n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que ça va être fatigant, mais et ça, on peut le faire à travers les cours. Beaucoup de choses, beaucoup oui. On peut le faire dans les cours. Qui ne sont pas forcément évidentes. Exactement. Non, c'est développer cet esprit critique. Et pour moi, je ne sais pas pour les autres disciplines, mais moi, les sciences économiques, parce que ça me tient beaucoup à cœur, pour moi, il le faut. On ne peut pas avoir un bon économiste qui ne sait que manier tout ce qui est technique, tout ce qui est logiciel, les statistiques. C'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Parce que par expérience, je sais que c'est pour avoir plus de crédibilité, par exemple, pour avoir de la rigueur scientifique, il faut utiliser les méthodes quantitatives. Oui. Mais ce n'est pas que ça. Voilà, exact. C'est pas que ça. Oui. Et donc, même si on peut pas faire ça en cours, parce qu'en cours, tu sais, il y a un programme qu'on doit terminer, il y a des programmes on doit terminer la micro 1 pour pouvoir faire la micro 2 et donc on n'a pas le temps de discuter avec les étudiants et donc si on crée de tels espaces comme le Rethinking Economics, donc branch dont je vais parler tout à l'heure, voilà, maintenant, puisqu'on n'a pas le temps. Et donc c'est à travers ça qu'on va peut-être combler un petit peu ce qui manque dans l'enseignement en classe, à l'intérieur des classes. Et alors l'objectif là, ce serait l'objectif. Voilà. Alors c'est pas un club, donc je vais juste, c'est un mouvement. Donc le mot mouvement, ça prend de l'ampleur, mouvement international. Oui, ça fait objectif, ça fait changement, ça fait dynamique. Exactement, voilà, parce que les clubs, bon, on peut organiser des choses. Dans les clubs, on a beaucoup d'ailleurs, je fais encore de la pub pour la faculté, on a un club économétrie, club finance, on a beaucoup de clubs. Et même pour les sciences économiques, il est question de créer un club à partir de septembre où on va faire des activités, des cours en ligne par exemple, par exemple les bases de données, comment on va pour extraire des données, où trouver les données, etc. Ça, c'est des clubs. Mais moi, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, au niveau de comme je l'ai dit, donc repenser l'économie carrément, apporter des changements et surtout avoir une ouverture à l'international aussi. Parce que comme c'est un mouvement qui est international, il y a 120 clubs qui ont été créés. Là, j'ai les chiffres, par exemple, par géographie. Donc, il y a, par exemple, 6 en Amérique du Nord, 9 en Amérique centrale, 7 en Amérique latine, 24 en Afrique, 24 clubs en Afrique. Pas clubs, mais branches. 59, c'est plutôt branche. Hein. Exactement, 59 en Europe et 14 en Asie. Et donc, puisque je
pas le verbe être, voilà. Je suis sur les réseaux et avec ce que fait ce mouvement-là, Rethinking Economics. Je me suis dit, tiens, bingo, ça peut peut-être être ça qui va résoudre tous mes problèmes. Parce que c'est non seulement comment repenser, comment faire du changement, mais en plus, ça je l'ai oublié tout à l'heure, parce qu'il y a tellement un rush d'idées. Un économiste, un économiste, il doit aussi être engagé. On peut pas avoir un économiste qui fait juste des études et quand il sort, il doit être engagé, il ferme ses dossiers. Exactement, parce qu'il a une mission. Pour moi, il a une mission à l'extérieur. Donc tout le monde ne comprend pas l'économie. Il faut comprendre l'économie pour faire les bons choix, soit les bons choix de la vie de tous les jours. Est-ce que je vais acheter mon ticket en ligne ou l'acheter... Si vous ne vous occupez pas de l'économie va s'occuper de vous. Exactement. Hein. Et en plus, quand tu votes, tu vas voter normalement sur un programme économique. Tout ce qui se fait, politique budgétaire, politique monétaire, c'est de l'économie et ça touche l'individu de tous les jours. Un taux d'intérêt qui augmente, ça touche le crédit immobilier, je sais pas, les taxes, la TVA, ça touche. Et donc, un bon étudiant, même étudiant, je parle encore de ceux qui sont en licence, première, deuxième, troisième. Il a une mission. Pour moi, il a une mission quand il sort de l'université. Il doit faire comprendre, il doit communiquer, il doit faire comprendre quand il y a des personnes qui disent, par exemple, des choses, voilà, voilà. Il y a quelques jours, je suis allé au marché du côté de l'Ariana et j'ai demandé au bonhomme, le vendeur, je lui ai demandé, mais pourquoi les prix sont aussi élevés? Non, qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est à cause du dinar. Voilà, par exemple. Donc, le dinar, alors côté, que voilà, ça fait longtemps que le dinar, il est stable depuis déjà, et ça n'a rien à voir. Voilà. Et comme ça, même on peut aussi avoir un rôle dans la vie, dans la société civile, dans le débat public aussi. C'est pas uniquement en accédant à un parti politique ou le gouvernement. Voilà, c'est à son échelle. Voilà, chacun il fait les choses à son échelle. Et donc j'ai juste envoyé un email à ce mouvement international qui est basé au Royaume-Uni pour dire que je suis intéressée à un email timide, je suis tunisienne. Et ça a accroché. Et ça a accroché, ils étaient très très contents. Et voilà, on a eu 2 réunions. À distance. Voilà, à distance exactement, puisqu'ils sont pas là. Et je crois qu'ils sont beaucoup plus motivés que nous. Ils étaient très très motivés parce que ils aimeraient bien avoir la création de clubs dans les pays justement où il n'y a pas ce club-là. Donc c'est le cas aussi pour la Tunisie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne détiens pas le monopole. Le club que je vais créer, c'est vrai, ce sera le premier club en Tunisie. Club, la branche, voilà, c'est une branche. Ça s'appelle Local Branch. Vous interpeller, voilà, Local Branch, voilà. La branche. Local, c'est-à-dire géographiquement. Parce que c'est l'arbre. Et c'est ça, parce que voilà, c'est beaucoup plus qu'un club. C'est Local Club, c'est-à-dire un club qui appartient à une université. Donc l'idée, c'est que dans chaque pays, il y a des clubs dans les différentes universités et les clubs ils vont faire une communauté qui s'appelle la branche régionale ou la branche nationale. Et donc dans chaque pays aujourd'hui il y a des branches qui sont nationales et il y a une communauté et il y a des workshops qui se font, il y a même des clubs de lecture qui se font à distance. Et c'est international, c'est-à-dire tu peux tu sais maintenant tu sais ce que c'est, qui est en Asie ou quelqu'un qui est en Amérique latine. Voilà, c'est magnifique. Exactement. Et c'est ça l'ouverture, peut-être on manque un petit peu d'ouverture au niveau des club. Oui. Et donc le fait que, parce que je pouvais peut-être créer un club dans le vrai sens du terme, mais en intégrant et en créant ce mouvement international, on est allé vraiment au-delà de ça. Et les étudiants, parfois ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire. C'est possible de les faire pour eux, voilà, qui sont accessibles et surtout 0 millime. Là pour le moment, on a fait tout ça et on va créer la branche. Voilà, on n'a pas besoin de fonds pour pouvoir faire le lancement. On peut faire plein d'activités gratuitement. Après, une fois, on leur montre quand même qu'on est sérieux. Ils ont aussi des grants qu'ils donnent au club. C'est-à-dire si, par exemple, on a besoin d'organiser un événement, voilà, ils peuvent financer des événements, exactement, voilà. Et il y a même un template pour dire, voilà, on a besoin d'une pause café, on a besoin d'inviter tel,
Excel, par exemple, et c'est des petits grants, c'est 400 pounds, mais pour nous, c'est beaucoup. Toujours, déjà, quand on convertit... C'est toujours un bon pécule. Voilà, pour un club, c'est beaucoup. Oui. Voilà. Alors ça, c'est au niveau... comment ça s'est, disons, construit. C'est une longue histoire, oui. Donc comment joindre aussi ce mouvement international. Et il y a aussi le côté training, c'est-à-dire formation. Hein. Oui. Alors, pour le Rethinking Economics, une fois vous allez vraiment sur le site, c'est vraiment... vous allez passer peut-être une journée, exactement, un océan. Alors, donc avant d'aller au training, c'est une manière de faire les choses. Par exemple, il y a un cours d'économie qui est dispensé dans toutes les facs d'économie. Le premier cours d'économie que chacun prend. C'est par exemple à l'étranger, voilà, ou aux États-Unis, ou même en Allemagne, en Europe, même si tu es étudiant en informatique, ou tu as ce qu'on appelle les minors, et tu peux avoir ce cours-là, ce qu'on appelle le 101. 101, c'est une introduction. 101, exactement. Donc ce cours-là, il est revisité. Donc il y a un cours auquel les étudiants peuvent accéder. Donc s'ils vont sur le site, ils vont trouver training et c'est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire et c'est tout, parce que c'est en ligne en plus, c'est tout. Et on s'inscrit et on a un cours de 10 ou 12 sessions, je crois. Et c'est vraiment l'économie, pourquoi j'ai dit au début, c'est ce mouvement-là, c'est pour repenser l'économie dans le sens où il n'y aura plus une seule vision, la vision néoclassique, ce sera une vision pluraliste, elle sera critique, elle sera démocratique, elle sera ouverte, pluridisciplinaire, décolonisée, plein d'adjectifs, voilà. Très bien ce terme. Oui. D'ailleurs, ça me tient aussi à cœur parce que il y a une charte, donc on ne peut pas intégrer ce mouvement sans être aligné à la charte. Et la première chose, c'est d'être pro-palestinien et de défendre justement les... et ça, c'est vraiment... Oui, j'en parle peut-être avec un peu d'émotion, mais ils viennent d'ailleurs d'organiser un webinaire sur la Nakba, par exemple, ou l'économie politique de la Palestine. Et ça, on ne le voit pas. Il n'y a pas un cours je sais pas, mais on fait... les choses humainement. D'ailleurs, eux, ils le disent beaucoup. C'est que ça va être une économie qui est plus humaine, qui est centrée sur l'humain, plus que sur le profit. Bien sûr, il y a le profit. C'est comme les méthodes quantitatives. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout annuler. C'est juste comment compléter ce qu'on est en train de faire qui est bien pour rendre les choses plus humaines et qui prennent en considération des défis aujourd'hui. Qui est aussi, en fait, l'objectif final. Bien sûr. On s'adresse à l'humain, oui. Les défis, par exemple, le changement climatique, même si moi, je ne suis pas très... j'ai jamais travaillé, par exemple, sur ces questions-là, le genre, ou voilà. Mais je sais que, oui, il faut prendre ça en considération. Il y a une question qui se pose. Ils disent, par exemple, comment on peut avoir de la croissance infinie? C'est ce qu'on fait en cours de croissance, alors qu'on vit sur une planète qui est finie. Nos ressources sont finies. On est en train vraiment de les utiliser de manière... voilà. Ça, c'est une question. Très forcée. Et puis, on est en train... J'ai lu un chiffre qui m'a vraiment estomaqué. C'est... Nous sommes en train d'épuiser les ressources d'une année au mois d'août. Oui, et de plus en plus tôt. De plus en plus tôt. Donc comment on va faire? On va avoir du crédit par rapport à... Oui. Et parfois, ça rentre en contradiction avec l'économie classique qu'on enseigne. Oui. Parce qu'on enseigne, par exemple, en micro. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails puisque l'audience est hétérogène, exactement. Mais plus on libéralise, plus le surplus augmente. Point. C'est tout. Donc, c'est vrai, scientifiquement, mathématiquement, oui, il faut libéraliser, il faut pas que l'État intervienne, etc. Mais là, c'est une autre manière de prendre les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va... Aujourd'hui, il y a des manuels qui sont connus et qu'on utilise. Donc, des manuels, ce qu'on appelle les textbooks, et les meilleurs manuels, c'est l'école néoclassique. Oui. Maintenant, ce mouvement...
il a créé, parce que ce mouvement, c'est pas uniquement Rethinking Economics, hein. Il y a les INET, par exemple, Institute of New Economic Thinking, qui s'adresse plutôt aux chercheurs, et qui a créé même un autre niveau pour les early careers, ceux qui viennent de démarrer dans la recherche, et voilà, les jeunes chercheurs, les doctorants, qui s'appelle Young Scholar Initiative. Et il y a eu le développement de textbooks aujourd'hui, et qui sont disponibles gratuitement en plus, parce que les autres textbooks, il faut payer, ou bien il faut chercher le moyen pour avoir une version PDF en accès libre, qui s'appelle CORE, C-O-R-E. Il y a la micro, il y a la macro, il y a tous toutes les disciplines. Voilà, les disciplines classiques. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tomber ce qu'on a, les autres manuels qui sont extra Monkey, ou par exemple Romer, mais il faut compléter. Donc c'est ça l'idée en fait. Donc il faut compléter en prenant en compte donc l'humain. À part le profit, il y a aussi l'humain, il y a aussi l'environnement, il y a le genre par exemple, et tous ces défis-là qu'on ne prenait pas, on prenait pas assez de temps pour en discuter dans les classes, surtout les premières classes. Après on le fait, mais pour les premières classes, moi j'ai un problème peut-être avec les nouveaux, et c'est en plus le premier cours d'économie, soit il te fait aimer l'économie, soit il te fait détester l'économie. Voilà, donc on dit toujours, c'est la responsabilité, elle est énorme. C'est valable pour tous les types de cours. Hein. Peut-être, oui, peut-être. Et ça, l'enseignant, il est primordial. Je veux dire que l'enseignant est très important. Le rôle de l'enseignant, je crois que c'est lui qui vous fait aimer, adorer cette matière, ou détester. Et ça se fait d'ailleurs dès le plus jeune âge aussi, parce que moi j'ai fait des cours d'allemand, et j'avais une jeune fille avec laquelle je parlais en français, et elle m'avait dit, écoutez, un mother, puisque j'étais le plus âgé du cours, je déteste le français. Pourquoi vous détestez le français? Eh bien, parce qu'il y avait une maîtresse qui m'avait frappé quand j'étais petite, parce que je n'apprenais pas mes leçons, et parce que elle a fait détester. Donc là, il faut faire très attention. C'est pour ça que moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'enseignant, au maître d'école, à la maîtresse d'école. Dès le jeune âge. Oui. Ils ont un rôle primordial. C'est de la psychologie, beaucoup de... Alors, il nous reste quand même très peu de temps. Je vais parler de l'impact quand même international, pour dire l'impact international, mais sinon vous revenez à écouter. Bien sûr que je vais revenir. Mais avec beaucoup d'assurance. Il me faut des jours pour parler de ces... Vraiment, on y reviendra, très contente. Vraiment très contente d'être là. Alors, juste pour parler, parce que je sais que peut-être, il y en a qui sont pas très d'accord avec ce que je dis, donc les plus peut-être orthodoxes sont pas très d'accord. Mais c'est juste pour dire que l'impact, il est là. Déjà, avant l'impact, ce qui est très intéressant de faire, donc juste quelques exemples de ce que... C'était dans l'autre carnet, mais je me rappelle que je ne l'ai pas ramené, mais c'est dans la tête. C'est dans la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois. Donc il y a eu par exemple dans 20 universités au Royaume-Uni, ils ont fait une sorte d'enquête pour voir est-ce que l'enseignement de l'économie, est-ce qu'il est en harmonie avec le 21e siècle ou pas. Parce que l'économie, c'est la révolution industrielle, les écoles de pensée, voilà. Et sur la base du diagnostic qu'ils font, ils proposent des choses. Donc, ils proposent justement des changements au niveau des cours. Il y a eu des cours qui ont été changés. Il y a eu des cours qui ont été créés même dans... Là, je ne me rappelle pas exactement, mais par exemple, au Mexique, on a créé un cours d'économie féministe, ce qui n'existait pas. Carrément. On recrute, aujourd'hui, il y a à l'université de Copenhague, voilà. On a recruté un économiste écologique, une discipline qui n'existait pas, alors qu'auparavant c'était toujours écologique. Voilà, les néoclassiques qui avaient ce cours-là, exactement. Il y a un nouveau cours, je crois que ça s'appelle Social Change ou quelque chose comme ça, qui a été introduit dans un master à Oxford, un master qui s'appelle philosophie PPE, Philosophy, Politics and Economics. Donc il y a quand même beaucoup, il y a des victoires. D'ailleurs, ils les appellent des victoires, exactement, parce qu'il y a des campagnes pour changer les choses, et il y a des victoires. Donc ils sont très très contents parce qu'il y a eu, je crois, 13 changements majeurs dans les plans d'études carrément, dans les
calcul-là dans les plans d'études. Oui. Et il y a eu l'introduction donc de nouveaux, par exemple, cours. Et il y a des choses qui sont en cours. Par exemple, en Belgique, ils ont fait vraiment un joli rapport de 80 pages. Ils ont fait une enquête, une grosse enquête en Belgique pour voir dans 10 ans quelle est la génération d'économistes qu'on veut avoir. Voilà, donc et c'est basé sur les cours d'économie et la conclusion c'est que c'est pas pluraliste, c'est très quantitatif et donc tout ce qu'on vient de dire justement jusque là et voilà donc ça c'est pour l'impact. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fil il part dans tous les sens. Oui. Je n'ai pas le monopole, donc comme j'encourage tous mes collègues, j'espère qu'ils m'écoutent. Oui, écoute et te voient. Et me voient aussi, et j'espère qu'ils vont voir aussi le podcast que je vais partager. Oui. C'est très intéressant, ça ne coûte rien du tout. Peut-être qu'il faut juste avoir du temps pour faire les choses, mais s'ils sont intéressés... Moi je pense pour faire de très bonnes choses. Et moi, mais il y a le coût d'opportunité qu'on enseigne à... ta patience, ta persévérance à ce niveau. Oui, il y a le coût d'opportunité, parce que si tu le fais, c'est au détriment de quelque chose d'autre. Forcément. Voilà. Mais de toute façon, les ressources sont rares. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui, il faut voir. Il faut voir ce qui se fait et les changements que ça fait. Il faut voir aussi peut-être la détresse parfois que je vois au niveau des étudiants qui n'ont pas choisi de faire de l'économie. Ça, c'est très triste. Pour voir à quel point ils ont de la chance. Moi, je leur dis, mais vous avez de la chance d'être là. Oui. Même si vous l'avez fait et c'était votre 10e choix. Acceptez-le et je veux que vous soyez convaincus que vous l'ayez fait et que vous êtes là aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de le dire, donc il faut voir des actions. Un vœu, honnêtement, c'est que j'espère qu'un jour, quand même, le bachelier aura la possibilité de choisir la filière qu'il souhaite, indépendamment de la moyenne du score. C'est les places qui sont... Voilà. Peut-être, parfois, c'est le nombre de places qui est limité. C'est le nombre de places qui fait un peu de... Mais ce serait bien quand même à ce qu'il y ait une certaine pondération en fonction du vœu et en fonction des prédispositions du bachelier. Voilà, le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, c'est... On est arrivé quasiment à la fin de cette émission. Je vais essayer d'être... toujours une fin. Oui, mais je vais revenir. C'est une promesse. Avec plaisir. Et j'aurai ma chanson, Under Pressure. Under Pressure. Mais vous n'êtes pas sous pression, j'espère. Non, au contraire, je suis très très motivée, très excitée. D'ailleurs, je ne l'ai même pas annoncé officiellement, donc c'est officiel, mais c'est la première fois que je l'annonce en exclusivité sur RTCI, exactement. Merci. Et voilà, c'est juste pour dire que parfois, pour changer les choses, on n'a pas besoin de faire une révolution. Donc on peut faire un changement. Voilà, chacun il va essayer de changer les choses autour de lui. Et c'est avec ça que, encore avec émotion, j'en parle, que nos enfants, même s'ils partent, peut-être ils vont revenir, et parce qu'ils vont voir qu'il y a des changements. S'ils voient qu'il n'y a aucun changement, c'est un cercle vicieux. Ils voient que rien ne change et donc ils ne sont pas motivés pour revenir. Voilà le mot de la fin. Oui, et cette motivation va provenir, entre autres, de ce Rethinking Economics. Merci beaucoup, Hala Benhassine Khaledi, enseignante universitaire, d'avoir été des nôtres aujourd'hui et de parler de ce sujet tellement important qu'il méritait tout cet échange que vous retrouverez sur le podcast. Il est 18h53 sur les ondes de RTCI et je vais vous laisser avec un dernier titre de Edwin Starr qui s'appelle Contact, et le contact, je crois que c'était très bien fait entre Hala Benhassine Khaledi et tous les auditeurs et auditrices de notre émission. Je remercie Faisal Helali pour sa collaboration technique, Karim Trabilsi pour la partie digitale, et puis je vous retrouve avec plaisir dimanche matin. Je ne sais pas si tu vas te réveiller tôt, pour m'écouter à partir de 7h jusqu'à 10h pour encore plus de musique. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. 120 minutes de 17h à 19h sur RTC.